bonsoir à tous et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 18 juin, date hautement symbolique. Même si je préfère vous dire d'avance, je ne suis pas en grande forme. Je vis un drame assez compliqué à gérer, donc ne m'en veuillez pas si je suis peut-être moins souriante que d'habitude, si je cherche un peu mes mots, etc. Voilà, j'ai mon cerveau qui a du mal à connecter et à faire. Voilà, je tenais absolument à être avec vous ce soir, ne pas vous faire faux bon, pas faire faux bon non plus à Michel, mon invité. Michel, que vous connaissez bien, puisque nous avons déjà fait une émission, et à mon avis, ce soir, ce ne sera pas la dernière. Nous avons déjà fait une émission à propos de l'eau et de ce problème de l'eau, et en plus, ça tombait bien à ce moment-là, et nous allons en reparler. C'était justement quand sont tombés les scandales de Nestlé Waters. Donc, on va en reparler ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de liker, commenter, partager. Vous le savez, il faut faire vivre ces chaînes, et c'est important de faire partager au maximum pour que le maximum de personnes puissent être touchées. Bonsoir Michel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à tous. Merci Lise de me réinviter. Merci à toi. Et puis, on continue notre petite histoire. C'est rigolo tout ça, on s'amuse bien, en tout cas, dans ce beau monde. Évidemment, il y a des drames un peu dans tous les sens. Chacun voit son petit drame chez soi, et puis aussi le drame, comment dire, beaucoup plus collectif. On a été bien perturbés ces dernières semaines, enfin cette dernière semaine, c'est même ces tout derniers jours. Et en fait, on est en plein dans la PNEI, quelque part. Comment réagissons-nous par rapport à, justement, les habitudes de la vie de manière générale, que ce soit à niveau collectif ou individuel. Alors, du coup, ce soir, on va se parler effectivement de ton livre, notamment, voilà, Le monde d'après avec la PNEI. Pour en finir, et ça j'aime beaucoup, avec l'homo cannibalus. Et ça, tu vas nous en parler. Alors, comme tu le vois et comme tu le sais, on s'est eu au téléphone hier encore. Voilà, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai surligné pas mal de choses. Je le faisais pas avant, j'aime pas abîmer les livres, mais bon, voilà, je le fais, c'est voilà, pas mal. J'ai beaucoup aimé ce livre, Michel, et on en avait déjà parlé. C'est toi qui m'as fait découvrir, quand on s'est vu, on s'est connus en vrai, qui m'a fait découvrir la PNEI. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Voilà, note. Et c'est tout un nouveau système en fait de penser le monde, penser l'être humain, penser la santé aussi de manière globale, avec une vision justement, et nous avions évoqué ça aussi, le problème la fois dernière quand nous avons parlé de l'eau, le problème des hyper spécialistes qui sont toujours dans finalement leur champ de vision, leur domaine de compétences, et qui n'arrivent pas à prendre de la hauteur et n'arrivent pas à voir de manière plus globale le problème, les problématiques. Et c'est ça qu'on va développer ce soir aussi. Mais avant, tu avais quand même un petit message à faire passer en ce 18 juin, parce que c'est ça aussi important, 18 juin, l'appel à la résistance du général de Gaulle. Et tu avais un petit texte à nous lire, Michel, que tu as fait. Oui, un petit texte à vous lire. Alors, bon, il vaut ce qu'il vaut, c'est tout. C'est juste moi qui me suis amusé à justement revenir un petit peu sur l'histoire du 18 juin. L'appel du 18 juin qui a marqué quand même les esprits, qui a marqué le monde et qui a lancé cette résistance autour du général de Gaulle depuis les Anglais. Et bien là, on espère qu'on va pouvoir lancer un nouvel appel depuis la France pour les Anglais, pourquoi pas. Donc, l'honneur, le sens, le bon sens, le courage, l'abnégation, le sacrifice doivent nous permettre de regrouper toutes nos forces autant que nécessaire pour une tâche humanitaire autour d'une science reconnue qu'est la fameuse PNEI, la psychoneuro-endocrino-immunologie. Réunissons-nous sans distinction de genre, d'âge, de connaissance ou de pouvoir pour imaginer ce moment aujourd'hui comme l'avait osé ce grand homme que fut le fameux général de Gaulle. Comme il y a 85 ans, sachons ensemble, autant que possible, trouver les leviers possibles au-delà du banal et du fait divers et des prisons symboliques, etc., pour ouvrir une brèche dans la carapace des félons qui nous gouvernent. C'est ça un petit peu le problème, c'est-à-dire que quelque part, on est vraiment dans cette fameuse résistance. En fait, nous sommes au carrefour entre un mieux-être possible et un effondrement au-delà de notre société, puisqu'il s'agit de l'effondrement du monde des humains. Alors, je ne parle pas de la planète ni des animaux, mais au moins du monde des humains. C'est-à-dire que quelque part, évidemment, l'homo cannibalus, c'est cette dimension, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de se faire pour être aussi mal.
Le risque est réel au vu des derniers événements du monde qui nous entourent. Vous les connaissez tous, cette fameuse guerre éventuelle entre les États-Unis, Iran, ainsi de suite. Donc là, on sent que là, ça bouge, ça commence à bouger un peu de partout. Aujourd'hui, nous évoluons dans une société technologique de production de masse qui doit faire sa révolution culturelle pour créer de la singularité et de la diversité. Il me semble important de créer de la résilience et de la robustesse, sans oublier d'y mettre de la divergence de point de vue, de discours et de mode d'action. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Il va falloir concrétiser un petit peu tout ça, que tout ça se cristallise. Et peut-être que ce 18 juin 2025 pourrait être une cristallisation au regard de ce qu'a fait le général de Gaulle. Donc, la résistance, il me semble important de créer de la résistance et de la robustesse, sans oublier d'y mettre de la divergence de point de vue, de discours, de mode d'action. Je n'ai pas forcément raison, mais au moins je lance la perche. C'est ça l'idée. Hein. Nous avons tous une raison pour nous mettre en route, qui que nous soyons, où que nous soyons, et quoi que nous fassions. Et qui que nous soyons, ça veut dire que ce soit hiérarchiquement, que ce soit monétairement, que ce soit au niveau santé et ainsi de suite, on a tous un rôle à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui. L'histoire nous a montré que la guerre est quand même quelque part un fil conducteur au travers les différentes strates de notre société et les années. Donc, quelque part, soyons assez matures pour sortir de ce fameux piège. Comme nous apprend la science de la PNEI, donc on va voir un petit peu tout ça, la PNEI, les situations de stress nous impactent tous, mais pas de la même façon. C'est là la vraie problématique. C'est de cette diversité que doit jaillir ce nouveau monde que chacun et chacune de nous envisage. Parce qu'en fait, quand on discute avec les gens, ici ou là, tout le monde dit « ça va pas durer ». Ah, ça va pas durer. Ah, il faut que ça change. Oh, oui, bon, on fait quoi, ainsi de suite. Ouais, voilà, on a peut-être un outil qui s'appelle la PNEI, puisqu'en fait, c'est une manière de gérer le stress. Il ne s'agit plus de production d'armes ou de mobilisation militaire comme en 1940, mais nous mobiliser dans nos têtes, dans nos émotions, dans nos énergies, dans nos actes, pour accompagner le changement de vie sociale, environnementale, culturelle aussi, pour faire simple des croyances en tout genre. Il nous faut comprendre le delta entre robustesse et résilience. C'est un peu ça l'idée du fond. La robustesse sociale s'accroche au salaire, à la position sociale, à la gestion des conflits, à la puissance économique, etc., etc. Ceci fait appel à un effort collectif et individuel. C'est ce que représente la résilience en termes génériques, dans le sens où il s'agit d'un système qui fait appel à des ressources permettant l'adaptation physique et psychique. En fait, c'est ce qu'ont toujours fait l'Homo sapiens et nos homoïdés avant nous. C'est-à-dire qu'on s'est toujours adapté à ce qui se passe autour de nous. Et en fait, on sait très bien que pendant de nombreuses années, de milliards d'années, c'est la planète qui nous a guidés. Il a fallu qu'on s'adapte au changement climatique, aux évolutions de la planète, du monde animal, du monde végétal, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on domine ce monde en question, du moins on le croit, hein, puisqu'en fait, n'oublions pas, hein, les extraterrestres, comme on a discuté l'autre jour, ils existent. Il peut y avoir très bien un volcan qui se déclenche à un moment ou à l'autre, et à partir de là, c'est plus pareil. C'est la planète qui reprend le jeu. Et aujourd'hui, on est quand même un petit peu au-delà de ça. Donc maintenant, la vraie problématique, c'est s'adapter à ce que nous sommes nous. Et donc sortir de cette notion de l'homo calyvalus, qui fait que quelque part, évidemment, on est toujours en train de se regarder et essayer d'évoluer un petit peu là-dedans. C'est ce jeu qui doit nous permettre de comprendre comment changer de civilisation sans violence intra-pays et ou internationale. Parce que c'est quand même notre grand choix, quelque part, notre grande volonté, c'est-à-dire que, quelque part, essayer de créer quelque chose de positif pour, justement, ne pas aller juste dans ces extrêmes qui, quelque part, oui, c'est la destruction, hein, cannibale, quoi. Hein. Nous devons abandonner notre civilisation actuelle, qui n'est qu'une machine à extraire des ressources, à les transformer en produits de service et à générer des déchets et des pollutions. En fait, globalement, c'est quand même ça. Hein. On produit, on extrait, on fait des machines pour, et ainsi de suite. On tourne là autour.
Notre extractivisme dans une planète finie est forcément condamné. C'est bien, c'est les fameuses ressources épuisables, hein, c'est ce qui nous oblige. Et c'est ce qui va nous obliger à construire une civilisation robuste où le système de valeurs sera passé d'avoir toujours plus, c'est ça le truc, avoir toujours plus, à vivre en harmonie avec notre système Terre. Si on parle du système Terre, on parle aussi du système global, c'est-à-dire que si on enlève la Terre, imaginons, on peut toujours imaginer que ces messieurs se fâchent et puis que, avec toutes les armes qu'on a, on puisse faire exploser la Terre. Que fait la Lune? Où vont les planètes? Comment se réharmonise tout ça? C'est pour ça que je pense que quelque part, on est surveillé et il y a des intérêts au-dessus de nous qui vont s'occuper aussi de nous. C'est pour ça que je suis optimiste quelque part. Hein. Ce changement va se traduire par un appauvrissement général. Hein, c'est-à-dire que quelque part, si effectivement on doit changer d'avoir toujours plus à vivre en harmonie, ce changement va se traduire en un appauvrissement général. Moins d'activité économique, ce qui signifiera moins de rentrées fiscales et donc moins de moyens pour l'État, puisqu'en fait on attend tout de l'État. Un État avec moins de moyens sera à coup sûr le ferment de beaucoup de violences et de désordres sociaux. C'est ce que certains appellent la collapsologie. Donc, de fil en aiguille, on voit qu'il faut absolument qu'on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous et qu'on s'implique dans ce qui se passe autour de nous pour arriver à recréer un certain dynamisme pour sortir un petit peu de ce marasme qui nous amène aujourd'hui. D'après Boris Cyrulnik, que vous connaissez sûrement, la résilience serait rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité, donc de l'enfance, par les expériences constructives de l'enfance. L'accès à un réseau de soutien social, amis, communauté, famille. Oui, tout ça, ça existe déjà depuis les grottes. Dans les grottes, on voit bien qu'il y avait déjà des gens qui vivaient ensemble. Hein. Donc, cette notion-là me paraît très importante. C'est la notion du P, on en reparlera tout à l'heure. Et parfois par la réflexion ou la parole, plus rarement par l'encadrement médical allopathique qu'on a en ce moment, ou d'une thérapie alternative. Pour faire simple, la résilience, en tout cas à mon sens, c'est la capacité à s'adapter. C'est-à-dire, on revient sur la notion de l'évolution. Nous sommes en évolution. Nous ne sommes toujours qu'en évolution. Et notre seul devoir est de s'adapter. C'est comme ça qu'on arrive à vivre. C'est pour faire simple, la vision du sportif qui s'entraîne encore et encore pour que son corps a plus de performance. C'est aussi la capacité au rebond, à rebondir de telle ou telle situation difficile. C'est un petit peu ce que j'ai vécu, et c'est, comme vous l'avez sûrement compris, c'est ce qui m'a amené justement à m'intéresser à la PNI, m'intéresser à tout ce qui se passe là autour. Par ailleurs, la robustesse, c'est la possibilité à un monde de rester stable et viable. C'est la partie du spécialiste. Être robuste, c'est être spécialiste. Mais il y a des limites à ce système-là. Justement, le problème du spécialiste, c'est un petit peu quelque chose qui me travaille un petit peu dans le fond. C'est-à-dire que plus on est spécialiste, plus on a sa chapelle. Hein, plus on reste dans sa chapelle, plus on s'accroche à sa chapelle, et on va surtout pas voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc du coup, on reste un petit peu dans l'individualité. Donc je vous invite toutes et tous, où que vous soyez, dans une série d'actions remplies de lucidité pour gagner en résultats positifs. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a besoin de coopération, de coordonnée pour faire entendre cette voix qui nous libre, qui est libre et ouverte, excusez-moi. En dehors des sachants organisés en spécialistes, dont sectaires, donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, par définition et d'habitude de travail, mobilisons-nous pour sortir des griffes des politiques philanthropes, en fait quelque part, mais c'est aussi une notion très, 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 très constructive de la PNEI, c'est-à-dire pourquoi on en arrive là et qui c'est qui arrive là. Sachons trouver des stratégies autour d'outils de mesures issues des fondements de la PNEI, la psychoneuroendocrinologie, sortons des mauvaises pratiques issues de notre histoire qui nous a menés à cet homo cannibalus que nous sommes devenus à force de paresse sociale. L'idée de la paresse sociale,
quelque chose où on reviendra pas mal. La valeur économique ne doit pas être un miroir aux alouettes qui nous a toutes et tous hypnotisés jusqu'à l'extrême, jusqu'à maintenant, quoi. Il est grand temps de choisir de s'inscrire dans un grand chambardement que nous offre la science de la PNEI. C'est ça l'idée, c'est quelque part, on a un outil pour évoluer, pour sortir de cette idée, de ces marasmes qui nous construisent. La société civile, c'est nous ici à cet instant. Nous devons être présents en nous reliant à cette PNUI pour ne plus subir, mais au contraire agir pour ne plus subir les choses, les crises actuelles et futures qui sont l'alimentation, la sécurité, l'écologie, l'économie, ainsi de suite. Mais ça, vous connaissez déjà très certainement puisque vous suivez régulièrement les émissions de Lise, bien sûr, qui n'arrête pas de nous concentrer là-dessus. Ce n'est pas une question d'argent, de gros sous, comme on dit, mais bien une question d'éthique qui doit nous animer ici. C'est le moteur là qui s'inscrit dans la PNUI, n'en doutons pas. Ces fondements inscrits inscrits tout simplement, mais précis, tous issus de notre histoire de chasseurs-cueilleurs. Nous revenons sur l'histoire du chasseur-cueilleur. C'est la fameuse P, le fameux P, hein, que nous sommes tous et toutes. Quoi qu'on fasse, nous sommes tous des descendants de chasseurs-cueilleurs. Et en fait, ces valeurs, c'est tout simplement la peur, le besoin de procréation, sinon on ne serait pas là, hein, la position sociale, sinon on ne ferait pas de société, mais aussi l'appareil social, c'est-à-dire qu'on devient buveur de cette société, on s'adresse à cette société pour en avoir un intérêt. C'est un petit peu ça. Il nous faut admettre que c'est à la base de la sagesse et qu'il est temps d'accepter notre finitude pour avoir assez de motivation pour accepter notre plein accueil du moment de départ, du moment présent. Soyons fiers de faire partie de ce grand chantier qui nous rassemble ici. Je pense qu'on a, en dehors de Charles de Gaulle, évidemment, la guerre, c'est triste, c'est ceci, c'est cela, mais aujourd'hui, c'est encore pire. On est au-delà de la guerre. C'est l'extravagance du comportement de l'homo sapiens qui fait qu'à mon sens, on est au-delà de la guerre. La guerre est à un niveau un peu moindre, mais il reste encore le conflit éternel entre chaque individu. Et donc, du coup, c'est l'histoire de chapelle, c'est qui a raison, pourquoi faire, comment, ainsi de suite. Donc, quelque part, c'est un petit peu ce que je veux dire. Quels héros devrons-nous être pour avoir le courage de s'opposer au monde académique du moment, pour imposer la PNEI, cette science issue des laboratoires de ces mêmes académies. C'est ça qui est rigolo. C'est que la PNEI, c'est quand même le résultat de tout ce modernisme au niveau des recherches, au niveau des outils qu'on a mis en place et compagnie. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle absolument pas en France, en tout cas. On en parle dans les pays extérieurs, autour de nous, mais nous, on ne sait pas en parler. C'est quand même un peu bizarre, à mon sens. Donc, refusons cette folie totalitaire qu'on nous propose chaque jour de plus en plus d'exemples de corruption, plus en plus de la fabuleuse pandémie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quelque part, on est toujours en train de nous créer un piège dans lequel on va nous faire tomber. Le grand Charles a su rassembler et nous avons écrasé le nazisme, alors rien n'est perdu. Et en fait, c'est l'exemple qui, à mon sens, il faut essayer de suivre. Mais soyons optimistes, la PNEI, donc la psychoneuroendocrinologie, ne finira pas dans le fond d'un tiroir d'un bureau d'un État X ou Y, quoi qu'on fasse. La PNEI est porteuse de vraies vérités scientifiques, de plus en plus prouvées, c'est-à-dire qu'il y a des publicités qui correspondent à la PNEI à peu près tous les jours. Hein. Si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver ça facilement. Alors que le monde du pouvoir qui tremble, et c'est pourquoi, vous savez, ce qu'il nous reste à faire. Et, se mettre en mouvement, se mettre en création pour arriver à ressortir un petit peu de tout ce qui se passe aujourd'hui et évidemment sortir de ce fameux piège du cannibalisme. Ne soyons pas cannibales de nous-mêmes. C'est ça l'idée en fait. Hein. L'idée, c'est de ne pas être quelque part, comment dire,
leur paresse sociale, se laisser aller, dire voilà, on n'y peut rien, c'est pas moi, c'est la faute à qui, on sait pas trop, mais en tout cas, moi j'y peux rien, je sais pas faire, et ainsi de suite. Non, on est tous partie prenante de l'affaire, et on est tous citoyens lambda, acteurs de ce qui se passe autour de nous. Chacun son petit boulot, chacun, faut faire le petit colibri, comme on dit, hein. On est là à faire le petit colibri pour arriver à se sortir un petit peu de ce marasme qui nous guette tous les jours un peu plus. Et si on veut éviter la collapsologie, les guerres, le totalitarisme et ainsi de suite, ben, mettons-nous en route. Oui, c'est pour ça que je dis, ben pourquoi pas. De Gaulle a fait son appel du 18 juin. Aujourd'hui, on est le 18 juin. Merci Lise de m'avoir offert cette date. Voilà, on rebondit là-dessus. Soyons aussi percutants que nos ancêtres, nos anciens, qui, je vous le rappelle, étaient très peu, en fait. Hein. Combien sont-ils à avoir été fait un tour en Angleterre? Combien se sont inscrits dans la résistance, officiellement ou non officiellement? De fil en aiguille, petit à petit, ils ont réussi à trouver des pièges, et ainsi de suite. Il faut savoir que, en fait, on dit, je ne sais pas si j'ai pas la bonne source, mais enfin, on dit que Churchill aurait financé le mouvement institué par le Charles de Gaulle, donc la résistance en France, tout simplement parce qu'il avait considéré que dans tout groupe, il y avait 7% de dissidents. Donc ces 7% allaient lui rapporter de l'information, pouvoir faire des actions, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on en est un petit peu là. C'est-à-dire que, évidemment, bon, alors on va peut-être discuter sur les 7%, il y en a qui vont dire 5, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 10. C'est pas le problème. Le problème, c'est de comprendre le mouvement. C'est-à-dire que quelque part, voilà, mettons-nous en action, mettons-nous au boulot, tout simplement. Et puis, voilà, on va essayer de lancer un petit peu quelque chose pour arriver à créer de la résilience à travers de la robustesse, en essayant de sortir du confort, du conformisme du spécialiste, pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, puisque nous sommes tous acteurs, à notre niveau, de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans notre monde. Voilà comme préambule ce que je voulais vous dire par rapport Merci Michel. Merci pour ce 18. beau texte. Alors, on va revenir justement, expliquer un peu plus en détail la PNEI. Donc, je répète, psycho-neuro-endocrino-immunologie. Si tu permets, je vais lire la 4e de couverture quand même de ton livre. Ah, si tu veux, ouais. Alors, tu as mis une citation au début de Martin Luther King. Donc, je rappelle, le monde d'après avec la PNEI. Donc, Michel Lemaire. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Donc, ça, c'est Martin Luther King. Voilà. Le passage de la santé à la maladie est-il brutal? Non. Il existe un glissement progressif de l'une vers l'autre. Nous pouvons accepter d'être victimes de la maladie, ou plutôt choisir de devenir l'acteur de sa santé et de son bien-être. La psychoneuro-endocrino-immunologie est un outil scientifiquement reconnu qui a pour objectif d'apprécier le conditionnement de nos opinions et de nos actes. Écoutez bien, c'est hyper important. Elle repose sur l'énorme puissance d'un système neuro-hormonal qui gère nos petites histoires de sexe, d'addiction, de sécurité, de plaisir, de manipulation, mais aussi notre système socio-démocratique. Il est important et nécessaire de comprendre ces phénomènes biologiques qui permettent la gestion du stress. Et on va en reparler aussi du stress. Ce livre tente à sortir de la pensée unique de l'establishment du mercantile. Il s'adresse à chacun de nous, à chaque instant de notre vie. S'incarner dans un futur possible doit passer par un changement de paradigme. Qui souhaitez-vous voir prendre les décisions vous concernant? Votre stress, vos colères, vos peurs, votre entourage? Alors voici comment comprendre d'abord et sortir ensuite de votre contingentement comportemental lié à votre propre histoire. Un regard neuf et engageant sur la crise actuelle, bien au-delà de la question sanitaire, mais en relation avec la biologie. Prendre pleinement conscience du moment, puisque l'incertitude sur l'avenir n'est que notre seule certitude, nous oblige à regarder ce grand chambardement avec d'autres outils de lecture pour analyser nos actes, nos émotions, notre urbanisme. Donc je trouvais que c'était pas mal de... Voilà. Et ce serait bien, Michel, du coup, qu'on enchaîne sur justement la PNEI. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Parce qu'on parlait de Roger Guillemin aussi, avec notamment ses travaux sur le stress. Oui. Alors, effectivement, donc moi, j'ai découvert la PNEI un peu par hasard parce que c'est en arrivant, en fait, à Dijon,
chez ma copine, là, que de fil en aiguille, on discute, et de fil en aiguille, j'entends parler d'un prix Nobel dijonnais. Alors, je me dis, tiens, c'est quoi cette histoire? Alors, je me renseigne, vous connaissez un prix Nobel dijonnais? Non. Vous connaissez? Non, personne ne connaît. Je dis, tiens, c'est bizarre. Alors, c'est très intéressant, hein, Internet. Hein, on tape, hop, Wikipédia, tiens non, ah ben ça existe. Donc, effectivement, notre ami Roger Guillemin est né il y a 101 ans maintenant, puisqu'il est mort l'année dernière, à Dijon, a fait ses études à Dijon, et a été même médecin généraliste à Dijon euh, pendant pendant très peu de temps, en fait, d'ailleurs, puisqu'en fait, quelque part, il est arrivé, alors les dates exactes, je peux vous les donner. Il soit là. Hein. Il est né à Dijon le 11 janvier 2024. Vous voyez, on est vraiment. Hein. Et donc, alors il y a aussi un truc, c'est qu'il rentre en résistance aussi. Hein. Il a commencé aussi à cause de la guerre et compagnie. Il se retrouve en résistance. Il est prisonnier, il arrive à s'évader. Enfin bon, il s'est passé un peu des choses comme ça. Il fait son école de médecine à Dijon en 1943, donc juste après la guerre. Et puis, il va à la faculté de médecine de Lyon. Et après, de fil en aiguille, il arrive à Montréal. Pourquoi arrive-t-il à Montréal? Tout simplement parce qu'il est médecin généraliste dans une petite commune à côté de Dijon, à une trentaine de kilomètres, c'est Saint-Saëns-l'Abbaye. Alors, Saint-Saëns-l'Abbaye est un joli petit village, mais on ne sait pas qui est Roger Guillemin. C'est ça qui est rigolo, quoi. Donc bon, c'est un peu. On voit bien combien de temps on met pour évoluer, pour que ça évolue, tout ça. C'est ça le truc, c'est ce que je veux vous montrer. Hein. Et un jour, il rencontre, enfin, il a ouï dire d'une conférence sur la gestion du stress par un certain Hans Seidel, qui soit à Paris. Et il prend sa petite voiture, il arrive à Paris. Et il va voir la conférence, et il se trouve il a un petit peu de bol, il se trouve qu'il se retrouve dans le même taxi que ce fameux Hans. Et de fil en aiguille, ils discutent, ils sont copains, et ça s'accroche, ça se passe bien entre eux. Et puis, résultat de l'opération, Hans l'invite au Canada pour discuter un petit peu plus avant de tout ça. Donc, le voilà parti là-bas. Là-bas, il tombe malade, mais gravement malade quand même, et au niveau justement du cerveau. Et donc, de fil en aiguille, il est devenu testeur d'un certain produit dont je n'ai plus le nom aujourd'hui, mais enfin bon, ça a été des premiers testeurs au niveau neurologique. Et donc, résultat, c'est un peu prédominant, comment dire, comment on va dire ça, une prémonition quelque part. Il tombe malade du cerveau. En fait, il a une infection au niveau du cervelet. Et de fil en aiguille, il arrive à être soigné comme ça. Et c'est là-dessus qu'il se met à travailler. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau? Et à partir de là, il va commencer à, on va dire, à vivre des expériences, à regarder un petit peu ce qui se goupille et compagnie. Et il va se marier d'ailleurs avec son infirmière qui s'occupait de lui. Et donc, alors à partir de là, il a eu d'ailleurs une tuberculose avec méningite. Donc, vous voyez, en général, ça passe pas, quoi. Hein. Mais on arrive à le soigner. Résultat, il a des jeunes chances. En plus, il tombe amoureux de son infirmière, ils vont avoir 5 enfants. Bon, ceci, c'est pour la petite histoire. Ensuite de ça, il va aux États-Unis. Donc, à partir du moment qu'il est aux États-Unis, il va continuer à faire ses recherches sur comment marche le cerveau. Et puis, il y a un moment, il dit, bon, moi, je suis français. Donc, je reviens en France. Il va revenir en France au Collège de France dans les années 1960. Je crois qu'il doit faire 2 ou 3 ans ici. Et il y a un moment, il dit, les Français, il n'y a rien qui va, ça ne va pas du tout. Donc, je vais repartir aux États-Unis. Et à ce moment-là, il fait un excellent papier dans Le Monde en disant les Français, il faudrait peut-être qu'ils fassent attention à ce qu'ils font, qu'ils se mettent un peu au boulot et puis qu'ils s'occupent qu'ils s'occupent un petit peu d'évoluer, quoi. Donc il repart aux États-Unis avec ce drame un petit peu parce qu'il aurait très certainement bien voulu rester en France. Ceci étant, il va quand même finir américain, il va changer de nationalité. Mais ses enfants sont américains, bien sûr. Et il est à ce moment-là à l'Institut à San Diego, à Salk Institute,
à San Diego. Et c'est là qu'il va avoir son prix Nobel en 1977 concernant la découverte avec son équipe des neurohormones. C'est-à-dire qu'en fait, il va comprendre que notre cerveau communique avec nos organes dans un sens et dans un autre, et que ça ne marche pas que dans un sens. C'est ça, en fait, ce qu'il va commencer à comprendre. C'est les échanges neuro-hormonaux, et c'est là où on rentre dans le domaine de la base de la PNEI. À partir de là, la PNEI va commencer à se mettre un petit peu en route. Il y a quelques gens qui vont un peu en parler, par-ci, par-là. Mais il y a déjà des prémices de tout ça. C'est un certain Claude Bernard, que vous connaissez sûrement, le collègue à Pasteur. Enfin, le collègue, je veux dire, ils ne sont pas très copains, les deux. Hein, et vous savez bien, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Hein, c'est ça, en fait. Il y a un petit peu de ça qui commence à émerger un petit peu avec Roger Guillemin. Et de fil en aiguille, on va voir tout un système qui se met en route. Et à partir de là, on va avoir des gens, des Américains, qui vont s'intéresser à ça, travailler là-dessus, et qui vont faire des publications. Alors, on a par exemple Georges F. Solomon, qui en 1964, vous voyez, c'est quand même, on est juste après, puisque les trouvailles de Roger Guillemin, c'est à peu près 1950. Hein. Donc en 64, il travaille à l'Université de Californie, et il commence à comprendre ce que c'est que le système émotionnel, et il fait une édition avec un bouquin qui s'appelle Émotion, immunité et maladie, une intégration théorique et spéculative. On commence à voir cette notion entre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et comment le système immunitaire va réagir. Ça commence par là. Donc on est dans l'utilisation de cette communication. Ensuite, on va avoir des gens comme Bezedowski, alors lui c'est un Suisse, qui va découvrir les interactions immuno-neuro-endocriniennes, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la liaison entre les glandes endocrines. Je vous rappelle ce que c'est que les glandes endocrines, elles en ont à peu près partout dans le corps. Je crois que tu as un petit tableau, on peut les montrer si on veut. Je ne l'ai pas eu, Michel. Il fallait que tu me donnes l'accès, en fait. Tu ne peux pas les montrer. Ouais. Je vais réessayer, mais ouais, ça passe pas. Ceci étant, donc vous savez ce que c'est que les glandes endocrines. Hein, donc, on en a un peu partout, on en a là, on en a sur la langue, on en a dans la tête, bien sûr. Et en fait, on s'aperçoit que tout notre corps est rempli d'organes, quelque part. Et principalement, bien sûr, celle qui me dérange aujourd'hui, à l'instant, justement, on parle d'elle, hein, la thyroïde, par exemple, les glandes sexuelles, et ainsi de suite. Donc, on va commencer à comprendre qu'il se passe quelque chose au milieu. Ensuite, on va avoir pardon, encore des Américains. Michel, prends le temps de boire un verre d'eau si tu as besoin. Ouais. Ouais, je vais essayer. Pas de l'eau Nestlé, évidemment. Il va s'étouffer. De l'eau nettoyée. Voilà. Ouais. C'est mieux. Attends, j'essaie de... Évidemment, pas de l'eau Nestlé, on va en parler. Bon, ouais, ceci étant, Robert Adair et Nicolas Cohen vont continuer leur petit boulot et ils vont inventer un terme qui s'appelle psychoneuroimmunologie. Vous voyez, on arrive à comprendre un petit peu comment ça marche. Les tenants et les aboutissants de tout ce travail qui a été fait avec à la base de Roger Guillemin. Et puis, on a un certain David Felten, qui lui est à l'université, pareil aux États-Unis, qui a, je lis mes notes, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, enfin, ça se voit sûrement, hein, découvert les nerfs dans le thymus et la rate, et se terminant par un amas de lymphocytes. Donc là, on descend justement dans la communication des fameuses glandes en question, avec tout ce réseau qui va se mettre en mouvement dès l'instant qu'il se passe quelque chose autour de nous.
Et puis après, il y a eu surtout l'apparition du livre fondateur de la PNEI en tant que tel, qui est Psycho-Neuroimmunologie, qui a été créé par le fameux Adair Cohen et Felden, qui ont édité le premier livre là-dessus en 1981. Donc c'est quelque chose, quelque part, de très, de très nouveau dans ce moment-là. On commence à comprendre comment ça marche. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train de mettre en liaison notre vision euh, occidentale avec la vision orientale. Quelque part, les émotions, les transfuges énergétiques, et ainsi de suite, dans le milieu oriental, il y a longtemps qu'on en parle. Mais le milieu occidental, lui, il considère que ça ne marche pas. Or, aujourd'hui, grâce à ce qui s'est découvert, on s'aperçoit que les deux sont quand même bien scindés et on peut considérer qu'effectivement, quelque part, les orientaux avaient compris bien des choses avant nous. Donc voilà, tout ça, alors pour la petite histoire, tout ça s'est fait à propos avec à la base des têtes de mouton, des cerveaux de mouton. Et c'est pour ça que Roger Guimard est parti aux États-Unis, c'est parce que l'État français ne voulait pas lui fournir, je crois que ça devait être 50 000 de moutons, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez comme quoi ça ne tient à pas grand-chose. L'histoire ne tient à pas grand-chose. Mais en fait, là, pour l'histoire, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la PNUI, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, comme certains pensent. C'est pas quelque chose que je la fabule, pour certains. C'est pas quelque chose non plus que je veux faire connaître pour, on verra après, comme je dis, me faire mousser ou je ne sais quoi. Non. Par contre, c'est quelque chose qui existe un petit peu partout. Alors, j'ai fait un petit tableau là-dessous. Voilà. Hop là, voilà, pour faire voir un petit peu que voilà, on en a même en Tunisie, on en a en Angleterre, évidemment, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, et ainsi de suite. On parle de la PNUI un petit peu partout, sauf chez nous. Qui a entendu parler de la PNUI? Qui nous écoute à cet instant euh, et qui a déjà entendu parler de la PNUI? Ouais, on va voir les commentaires, hein, mais nous, on s'est vu quand? En vrai, en avril. Moi, tu sais, je suis praticienne en PNL et ça se rejoint beaucoup, hein. Il y a beaucoup de recoupements à faire entre la PNL et la Oui, PNEI, mais pour autant, oui, j'avais jamais entendu parler de ça effectivement avant, hein. Et ce que j'aime, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que à la fois, c'est une vision globale sur les ouais. problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui, et en même Mmh. temps, si je peux m'exprimer ainsi, en même temps, c'est une proposition d'outils et ce qui Tu m'avait nous beaucoup plu, fais du en même temps. ouais, ouais, on peut plus, il y a des mots comme ça qu'on peut plus, des expressions ou des termes qu'on peut plus utiliser, tu vois, maintenant, mais bon, On a du mal. ouais, C'est tout donc de suite connoté. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait, et il y en a qui me font rire, il y en a d'autres moins, tu vois? Et quand je t'ai rencontré aussi, tu m'avais montré en vrai, en physique, ta grande fresque que tu avais faite, que tu as créée Oui, oui. toi-même pour expliquer justement la PNUI et comment on a évolué petit à petit, l'être humain, l'homme, l'homo Mmh. sapiens et homo cannibalus a évolué ou pas d'ailleurs, hein, c'est questionnant aussi. Voilà, et en Voilà. en C'est proposant à chaque fois, à chaque phase finalement de l'évolution, de dire d'où on parle, d'où on vient, là où on en est actuellement à cette époque-là, et ouais. toujours ce truc de se dire, l'être humain en fait a constamment le besoin de faire des choses qui le détruisent en fait. Tout en ayant, et Ben ça oui. c'était intéressant, tout en ayant, et c'est ça que tu vois, je sais pas si tu te rappelles quand on en avait discuté, en vrai, je t'avais dit: Ouais. «Bah tiens, moi je pensais que ce qui faisait, justement le petit Roland, le petit élan, c'était, le l'instinct de survie», et toi tu m'avais dit: «Non, c'est l'instinct de procréation», hein, c'est ce que tu disais, Ouais. justement de continuer à, et j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'avec la PNUI, on finit par comprendre qu'effectivement, on a tout simplement que quatre, quatre sujets de réflexion qui nous touchent tous à un certain niveau et qui vont influencer tout notre comportement et tout ce qui tourne autour de nous, c'est la peur, la procréation, la position sociale et l'appareil social. Voilà où on finit en fait quelque part. On a tous évidemment peur de mourir, mais on a peur de ne pas avoir, de ne pas être connu, de ne pas être aimé, et ainsi de suite.
Et d'autre côté, on a besoin de cette idée de procréation, parce que on est quand même d'accord quelque part, si on fait un tableau Excel avec les plus et les moins, ben oui, on ne sait pas trop si on va faire des gosses. Mais il y a un moment, hop, ah, ben voilà, ça se fait. En dehors de en dehors de nous, en fait, hein, quelque part. Donc, il y a cette création qui nous pousse à construire une société autour des genres, des questions de genre. Hein. C'est un homme et une femme. Jusqu'à maintenant, on n'a encore pas réussi, enfin, presque pas réussi à faire autrement. Donc, quelque part, on a ce lien-là qui paraît très, très constructif dans l'histoire des générations qui nous précèdent. Puisqu'en fait, quelque part, si nous sommes là, c'est parce qu'on a eu des parents, que nos parents ont eu des grands-parents, des parents, et ainsi de suite. Mais quand on y regarde comme ça, enfin, moi, j'estime qu'on a à peu près la suite de 80 000 générations, ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, pendant les 80 000 générations, il a fallu qu'on s'adapte. Il y a eu une guerre, il y a eu du froid, il y a eu du chaud, il y a eu des tempêtes, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des catastrophes, il y a eu tout ce qu'on veut. Mais quelque part, on est toujours là. Donc, l'idée de procréation est, à mon avis, quelque chose qu'il faut mettre en premier lieu. Et puis, l'idée aussi, l'histoire de la position sociale, ben, c'est que pour procréer, pour ne pas avoir peur, ben, il faut justement cette position sociale. Il faut quelque part faire partie d'un groupe, faire partie, c'est ce qu'on apprend un petit peu en visitant Lascaux ou Chauvet, quelque part, ces gens savaient être, comment dire, savaient être en communauté, savaient vivre en communauté, alors que quelque part, en Europe, fallait vraiment, ils étaient quoi, là, une poignée d'hommes, il y avait très peu de gens. Mais pour autant, il y a eu des petites sociétés, des micro-sociétés qui sont faites autour de lieux en partie d'ailleurs, autour de lieux où il y avait de l'eau, où il y avait des abris. Donc on est dans ce monde en question. La fabrication de l'environnement de l'homme va se positionner entre l'eau et les abris. À partir de là, on va créer une société et on va créer un système qui va nous rassurer, donc éviter la peur de mourir de faim, c'est-à-dire la culture, l'élevage, et ainsi de suite. Tout ça va faire qu'on va créer une sorte de société et on va et alors l'appareil social, elle s'explique pour quelque chose d'assez c'est ambigu, mais quand même quelque part, c'est que moins on s'investit, plus on aura le résultat, plus on sera content. En fait, c'est ça. Donc pour ça, on va devenir coquin, on va devenir un peu plus malin que les autres, on va devenir un peu plus investisseur que les autres, on va devenir et c'est à partir de là que se crée une société euh, culpabilisante d'un côté, je suis pas riche, t'es pauvre, je suis pauvre, et ainsi de suite. Donc l'image sociale qui va se créer là autour et qui va aussi nous amener à la notion de conflit. C'est-à-dire quelque part, c'est plus facile de capter le bien de l'autre, quelque part, plutôt que de se le construire. Donc, on va voir cette paresse sociale qui va devenir très importante. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, c'est-à-dire que on sent pas vraiment, on a l'impression qu'on fait des efforts pour vivre, on fait des efforts pour être à l'école, pour avoir des beaux diplômes, pour avoir ceci, pour avoir cela. Mais ça, en fait, c'est la position sociale qui nous guide. C'est-à-dire que sinon, on n'a pas de bénéfice secondaire. Et donc, si on n'a pas de bénéfice secondaire, ben, quelque part, on a investi pour rien. Donc, c'est le retour à l'investissement qui est intéressant là-dessus. Donc, c'est ce que c'est ce qui doit un peu nous guider, si on arrive à comprendre un petit peu ça, c'est quatre tenants et quatre aboutissants. Si on arrive à comprendre un petit peu ça, c'est à mon sens, en tout cas pour l'instant, hein, c'est ce que je vois à mon niveau, c'est dans ce sens-là qu'on peut reconstruire ou réagencer notre système social autour de nous. On a parlé de l'eau l'autre jour. Un truc tout bête, c'est l'appareil social qui nous a amené l'eau sur le robinet, quelque part. Hein. Mais on sait qu'aujourd'hui, l'eau au robinet, au niveau de la PNUI, c'est une aberration, tout simplement. Et Michel, Parce que il y avait Philippe Broquier là qui faisait, que je salue d'ailleurs et que j'aurai la semaine prochaine en émission, je suis ravie, qui faisait le parallèle entre la PNEI et la pyramide de Maslow. Est-ce que ça te parle, ça? Parce qu'on parlait de besoins secondaires, effectivement, moi ça me parle aussi au niveau PNL,
tirer bénéfice de tout ce qu'on peut entreprendre, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut penser, effectivement, il y a un bénéfice qui est attendu derrière à chaque action et chaque acte. Ouais. Il y a toujours un bénéfice. Mais dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une notion de bénéfice. C'est un peu le souci, c'est-à-dire que quelque part, on n'arrive pas à être dans la coopération parce qu'on a toujours un moment où on veut se projeter dans la société, où on a besoin de se projeter dans la société. Alors, on le voit bien chez les jeunes, bon, faut avoir le plus beau diplôme, faut avoir les baskets, les derniers cris, faut avoir, et ainsi de suite. On en est là. Donc, on va où? Ben, on va au grand magasin. Et ainsi de suite. Et puis, on demande des sous à sa maman, et tatati, et tatata. Donc, on est un petit peu là au milieu, à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de voir la PNUI. On peut la voir par l'intermédiaire du théorème de Maslow, on peut la voir par rapport aux besoins fondamentaux, on peut la voir des choses comme ça. Mais la PNUI a ça de bien, c'est qu'elle a une notion biologique. Elle est adossée à quelque chose de biologique. C'est ça qui, à mon sens, est le plus intéressant. Et donc, la vraie problématique de tout ça, c'est évidemment la notion du conflit qui fait, ben oui, de la compétition, qui fait toutes les choses comme ça. Et donc, on investit pour gagner quelque chose. C'est ça notre souci. Et là, tu vois, il y a une citation, page 51 de ton livre que j'avais surligné. Ouais. Donc, je cite, aujourd'hui, grâce à un système de formation élaboré, on assiste à une détérioration de l'esprit critique, de l'individu hyper formaté menant à une sclérose de la société tout entière. Dès lors, Oui. rien d'étonnant que nous ayons affaire à cette guerre des clans entre les diplômés et associés et ceux qu'on qualifie de charlatans. La doctrine éclaire le formaté au point qu'elle devienne infaillible, inflexible, intangible et rigide. Donc, ça, et j'avais un autre truc sur, justement, tu parlais aussi de la biologie là-dedans. Je vais retrouver, je te laisse dérouler, pardon, là-dessus. Ouais, mais bon, mais voilà où j'en suis. Bon, alors, pour revenir sur ce petit bouquin, parce que c'est vraiment un petit bouquin quelque part, hein, ça fait 180 pages ou un truc comme ça. Je l'ai fait en 4e vitesse. Ça fait un bon moment que que je m'intéresse à la PNI, bien sûr, à peu près 20 ans, mais il n'y avait pas j'avais pas de résonance. En fait, personne ne s'intéressait à ça autour de moi. Et j'ai fait ce petit livre pendant le premier confinement, en fait, parce que je me suis dit, il va y avoir quelque chose. En fait, j'ai analysé la situation par rapport à la PNUI, donc je me suis dit, ça y est, là, il va y avoir une appétence. Les gens ont peur, donc du coup, ils vont essayer de se rassurer avec quelque chose. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut leur proposer quelque chose. Donc on voit bien que tout ça, ça nous emmène vers une société X ou Y. C'est très certainement ce que font nos dirigeants, hein, quelque part. Ils jouent avec les peurs, donc du coup, en jouant avec les peurs, ils savent qu'on va avoir une appétence pour tel ou tel dossier, telle ou telle problématique, et puis ils vont nous rassurer avec ça. Et donc, on se monte un petit peu, comment dire, on monte l'échelle gentiment, tranquillement, et puis on arrive du côté du totalitarisme, puisque pour certains, le totalitarisme, il ne faut pas oublier, ça va être quelque chose de positif. Puisqu'en fait, on va tenir tout le monde dans un cadre, vous savez, il faut mon fameux cadre, hein, tout le monde est dedans, on n'en parle plus, hop, tu passes devant une caméra, on sait qui tu es, on sait où tu vas, on sait ce que tu vas faire, on sait ce que tu as acheté, on sait à l'heure auquel tu es allé faire pipi et compagnie, quoi. C'est ça. Quelque part, on va finir là autour. Mais tout ça, c'est en fait une résonance par rapport à, moi, à mon sens, à ce que c'est que la PNUI. Mais si on retourne le problème dans l'autre sens, on peut construire le monde différemment. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la société choisit les plus mauvais pour la gouverner, quoi, en fait. Mais c'est logique, puisque c'est celui qui a le moins peur qui va gagner, c'est celui qui s'investit le plus qui va gagner une position sociale, et on va l'honorer, du coup, hein, parce qu'il est médaillé, parce que ceci, il a un beau costume, et il a une belle voiture, et il a une belle femme, ou un beau mec, et ainsi de suite. Et donc, on va l'honorer comme ça. Donc, on a ce retour d'investissement qui fait quelque part, on va être happé par tout ça, et on va essayer de construire une société là autour, et on va être dans la rassurance. La rassurance, c'est l'inverse de la peur. Donc, c'est mon idée, elle est de dire quelque part, voilà, il faut sortir de ce piège, arriver à comprendre ce piège pour pouvoir en sortir surtout.
Tant qu'on ne comprend pas ce piège, on va avoir du mal d'en sortir. Si on ne pose pas les bonnes questions, on n'aura pas la bonne question, on n'aura pas la bonne réponse. La PNEI nous amène ça, et ça me paraît très important. Alors, je parlais de la PNEI au niveau physique, au niveau biologie. Alors, je ne sais pas si tu peux nous passer la petite image qui montre un petit peu les différentes. Malheureusement, non. Non, tu peux pas. C'est toujours pas. Non, ça, c'est pas ça, Eric, encore. Pas encore. C'est pas ça. On va y arriver. Ouais, je suis désolée et non, ça marche pas. En fait, le petit dessin, c'est le petit dessin qui est dans mon bouquin. Alors, je ne sais plus trop quelle page c'est, mais bon. Alors, je fais la différence entre le stress et le e-stress dans ce bouquin, parce que tout le monde parle de stress, mais on ne parle pas de e-stress. C'est vrai que e-stress, j'avais pas entendu parler moi non plus avant de lire ton bouquin. Voilà. Alors, en fait, le e-stress, c'est quelque chose de constructif. Ça va s'opposer au stress, d'une manière générale. Et donc, de fil en aiguille, on va avoir tout un système qui va se mettre en route au niveau des glandes pour arriver à gérer tout ça. Donc, en fait, c'est ça. C'est qui est ce tableau? Il est là-dedans, c'est sûr. Hein. Tu cherches lequel, Michel? Le tableau où il y a les glandes et puis les différents transmetteurs d'hormones. Oui. Ouais. J'ai mis tellement de post-it que. J'ai vu, oui, mais bon, moi, toi, je ne sais plus où c'est qu'il est ce tableau-là, tiens. Donc, après, je ne suis pas sûre qu'on le voit très bien à l'écran, de toute façon, mais malheureusement. Et on pourra le mettre ensuite en commentaire. Peut-être. Hein? Ouais. On s'attachera à mettre des commentaires par là, des compléments en commentaire. Donc en fait, on s'aperçoit que tout ce jeu hormonal va être la suite des réactions de notre... non, c'est pas celui-là. Qui va être le jeu de nos réactions, comment est-ce qu'on va dire, au niveau des hormones, et donc des glandes. Et en fait, on s'aperçoit que les glandes sont en fait les capteurs de notre environnement. Et moi, je dis toujours, le corps humain n'est jamais que des... comment est-ce qu'on va dire, une réaction, un outil de lecture par rapport à son environnement. Alors, on connaît la vue, on connaît l'ouïe, on connaît le toucher, on connaît le sentir de manière générale, mais a priori, on a bien d'autres moyens de communication que nos ancêtres très certainement avaient, nos ancêtres dans les grottes, et qu'on a, je pense, perdu, et que de fil en aiguille, il faut qu'on en revienne à ça pour arriver à recomprendre un petit peu comment est-ce qu'on marche. Donc, il faut nous intéresser à notre système glandulaire, et à partir du moment où on va s'intéresser à notre système glandulaire, on va pouvoir recomposer un petit peu notre environnement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous fait plaisir? Aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui est d'un grand écran. C'est le tableau, comment dire, c'est 4x3 et ainsi de suite. On fait de la pub. Et c'est quoi ça? C'est tout simplement Freud. Hein. C'est là où j'ai du mal avec la psychologie, comme on nous en parle aujourd'hui, c'est-à-dire la PLI, il y a P, psychologie. Moi, je pense psychologie évolutive. C'est-à-dire, en fait, d'où venons-nous? Qui sommes-nous à la base? À la base, nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Et nos cerveaux se rappellent. Ça me paraît extrêmement important. C'est un Dijonais aussi qui a écrit un livre là-dessus, de chasseurs-cueilleurs. Tous descendants de chasseurs-cueilleurs et nos cerveaux se rappellent. C'est Patrick Bonin. Il nous explique justement comment est-ce qu'on va fonctionner de manière globale. Pourquoi au supermarché, on va avoir les produits au milieu? C'est juste parce qu'on est un peu feignant pour les chercher dans le bas, hein, ou au-dessus. Hein, et ainsi de suite. Donc, on est happé, on met du rouge au milieu. Donc, on regarde ce rouge en question et on va en acheter plus de rouge que de vert qui est dans le bas, tout simplement. Donc, tout ça se définit, tout ça se calcule et on a une statistique de comportemental qui est très intéressante avec la notion sociologique de notre vie de manière générale. Donc, on ne sort pas de ça.
quelque part, on ne sort pas de ça. C'est-à-dire que tous descendants de chasseurs-cueilleurs, et nos cerveaux s'en rappellent, quoi qu'on fasse. Retenez bien ça, madame, monsieur. Je pense que quelque part, ça va vous éclairer dans votre vie, à peu près tous les jours. Je vous encourage aussi à aller trouver le livre de Michel. Tu peux nous rappeler, Michel, comment on peut le retrouver, ton livre? Parce que moi, je me rappelle, je l'avais acheté en direct quand j'étais avec toi, mais que je le remets dans les commentaires. Alors, c'est tout simplement un livre, il n'y a pas d'éditeur officiel, hein, c'est moi qui l'ai fait en auto-édition. Et donc, ce livre, il est commandable sur mon site. Hein, et puis voilà, quoi. Je vous mettrai je vous mettrai le site je le remets. en commentaire, et puis voilà. Et donc, du coup, oui, je l'expédie gentiment, voilà, un peu partout en France, au Canada aussi. Et en plus, vous pouvez avoir une dédicace de Michel. Je ne sais pas si c'est réservé à tout le monde. Moi, j'en ai une. Il faut être très gentil. Ah, voilà, c'est pour ça. Donc, soyez très gentil avec Michel, il vous fera une dédicace. Mais vraiment, voilà. C'est passionnant et c'est ce que j'aime, encore une fois, de voir l'aspect global des choses et c'est vraiment fascinant. Je te remercie. Merci pour ça. Merci pour ce travail. Parce qu'en plus, c'est comme que je te disais au téléphone, mais je le pense vraiment, je le ressens. C'est comme quand je t'ai rencontré en vrai. En fait, j'ai l'impression de t'avoir en face, tu vois, qui raconte ce que tu me racontes, que voilà, tu m'as fait découvrir la PNEI et l'eau aussi, appris beaucoup de choses grâce à toi. Et je pense qu'on fera encore d'autres émissions, Michel. En tout cas, si tu es toujours d'accord pour en faire avec moi. Mais tu as beaucoup de choses à dire et c'est trop court, 1 heure à chaque fois. Et voilà, c'est un peu frustrant. N'hésitez pas à faire des commentaires parce que j'ai eu beaucoup de commentaires l'autre jour. J'ai étudié tout ça derrière. Ça me fait phosphorer et j'adore ça. Ouais. Je suis trucologue maintenant. Donc, voilà, Michel, il faut quand même qu'on aborde Nestlé, quand même. Ah, alors, tu nous as fait un beau... c'est un outil, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un outil de manière de penser. C'est-à-dire que quand on va se promener en ville, quand on va faire ses courses, quand on va, quand on vit de manière générale, avec nos collègues de travail, dans la famille et compagnie, la PNEI, c'est tous les jours, à tous les instants. Comme je dis, quoi que vous fassiez, qui que vous fassiez, où vous soyez, on n'a pas le choix, c'est la PNEI qui nous guette. On fait comme on veut, mais en fait, quelque part, c'est toujours notre système neurohormonal qui va nous guider. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Mais par contre, aujourd'hui, c'est bien beau, il faut en faire quelque chose. Comment est-ce qu'on va influencer un petit peu notre monde autour de nous? Alors évidemment, en faisant connaître la PNEI, directement ou autre. Alors si vous voulez aussi un gros livre, hein, c'est le vrai livre, c'est celui-là. Hein. Alors, vous voyez, bon, il est un peu épais. Il y a beaucoup de science, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à 1 page, 2 pages, et puis au bout de la 4e page, ils ont laissé tomber. Mais bon, c'est un peu ce schéma. Voilà, la paresse sociale. Il y a l'appareil social, voilà, oui, c'est difficile de rentrer là-dedans, c'est clair, c'est difficile parce qu'on se fait mal aussi. Oui, c'est pas évident. Oui. Bon, c'est de ma faute, quoi. Hein. Et voilà, quoi, comment je fais, quoi. Comment on fait Oui, alors il est bien gentil, le monsieur, là, mais comment je fais pour changer de moule? Changer de moule, oui, déjà, il faut déjà comprendre comment elle moule. Il faut déjà comprendre où on en est. Et à partir de là, ça peut évoluer. Donc, pour faire connaissance, pour faire connaître un peu tout ça, j'essaye de faire des conférences un peu par-ci, par-là. Quand on m'invite, pas de souci. Si quelqu'un veut m'inviter en Bretagne, par exemple, puisque je suis en Bretagne maintenant, pourquoi pas. On fait une conférence, on fait un truc comme ça. J'ai tous les outils qu'il faut. Et puis, on y va. Et voilà, c'est pas... comment dire, je veux pas dire que c'est... Mais je donne, on va dire ça comme ça, je donne, voilà. Je donne, je communique, j'essaye de faire évoluer un petit peu tout ça. Et j'adore ça en plus.
Ce qui Son est but, c'est ça, hein, c'est comme on disait au téléphone, c'est juste de semer des graines et laisser après voilà, germer les choses et voilà, essayer de comprendre, ce paradigme-là, complètement pourri dans lequel on est, qui est corrompu à tous les niveaux, tous les étages et qui finalement ne rend exactement. personne heureux non plus, hein, Voilà, tout à vraiment. fait, oui. Parce qu'on court après, toujours des biens matériels, plus, de l'argent et au final, même quand on en a un petit peu, on n'a pas le temps de les dépenser parce qu'on est dans des conditionnements de folie. Et c'est Bah, de prendre voilà, le pied de ça et de se dire, bon, ben voilà, je ne suis pas forcément heureux dans ce système-là, mes besoins ne sont pas, que ce soit primaires ou secondaires, ne sont pas forcément voilà. Mmh, satisfaits. Donc, qu'est-ce mmh. qu'on pourrait mettre en place? Comment je pourrais personnellement, parce que c'est un travail personnel aussi, de se Ah mettre oui, en action et pour justement, ben, notamment pour nos enfants et pour les générations à venir, qu'est-ce que je pourrais faire ne serait-ce qu'enclencher des petits changements et ne serait-ce que déjà dans mon mode de compréhension et de perception des choses pour après mmh. enclencher un nouveau système, un nouveau paradigme qui est plus désirable et beaucoup plus, comment dire, vivant parce que nous sommes dans un truc Bah, c'est mortifère quand même, hein. c'est la notion de vivre ensemble. Moi, je dis, en fait, c'est ça. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion de vivre ensemble. C'est-à-dire que ça, on l'a expérimenté sous plusieurs formes, avec la religion, par exemple, avec la science, avec un petit peu tout. Mais aujourd'hui, notre société est en train, comme je disais tout à l'heure, l'appel du 18 juin, c'est ça, c'est notre société est en train d'enclencher quelque chose pour se sortir du piège dans lequel nous sommes engloutis. On doit être on va être obligé de rechanger de moule. Et on vit une période extrêmement intéressante, comme je le fais comprendre dans la fresque. On vit une période extrêmement intéressante, puisqu'en fait, on a tout à la fois maintenant. Hein. On a, comment ça s'appelle, l'informatique, donc résultat de l'opération. Aujourd'hui, avant, c'était Gutenberg, hein, c'est la machine de Gutenberg, quelque part. Hein. Et d'autre côté, on a, d'autre côté, comment on dit, les krachs boursiers, on a les 1789 avec la révolution et la démocratie, on a, bon, dans d'autres. Et donc, résultat de l'opération, aujourd'hui, on a tout à la fois. On a eu Freud en 1900, hein, et puis enfin avec Charcot, et puis en 1929, on a eu le krach boursier, et puis on a eu la guerre, hein, et on a eu la chimie qui est arrivée là au milieu. Il faut quand même savoir que jusqu'en 1945, on avait 96 éléments. On était construit avec 96 éléments. C'est le tableau de Mendeleïev. Et ensuite de ça, on a créé les éléments. On est aujourd'hui à 106. Mais les éléments en question, eh ben, voilà, comment on va s'adapter à ces éléments-là en question? Comment on va essayer de trouver, comment on sait comment on s'adapte à ça? Et donc ça, c'est aussi une notion de perturbateur endocrinien. Et donc, bon, il faudra peut-être qu'on refasse une émission pour en parler de tout ça, parce que je vois qu'il est déjà 1 heure passée. Donc, de fil en aiguille, on voit tous ces perturbateurs endocriniens qui vont faire évoluer nos glandes, donc notre outil de mesure de notre environnement, dans un sens ou dans un autre. Si on trouve des gens très en colère en ce moment jusqu'à des catastrophes, il faut dire ce qu'il y a. À Dijon, aujourd'hui, il y a eu encore un mort dans une galerie marchande, et ainsi de suite. Bon, on en est où? Hein, c'est bientôt tous les jours qu'il se passe un drame de ce genre. Mais est-ce que c'est pas, quelque part, un système neuro-endocrinien qui se dérègle, tout simplement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend aussi perturbés dans le comportement et compagnie? C'est aussi ça qu'il faut mettre en ligne de compte. La PNEI nous permet de voir jusque-là, jusqu'où ça va. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Et à partir de là, on peut commencer à revoir un petit peu les choses et comprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Parce que quelque part, bah oui, oui, comme dit Bonin, statistiquement parlant, on va faire ça ou on va faire ça, suivant ce qu'on mange, suivant ce qu'on est. Donc voilà, pour tout vous dire, je suis en train d'essayer de préparer des petites pièces de théâtre là au-dessus, et on va commencer un peu là-dessus, et on est en train de travailler sur la boîte de coca. Qu'est-ce qu'une boîte de coca? Qu'arrive, vous savez, je veux un coca au bistrot, vous voyez? Ah, puis un coca light, s'il vous plaît. Allez, et qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, on peut justement parler de la PNEI directement ou indirectement. Voilà, il faut qu'on arrive à vendre ça, enfin vendre, il faut qu'on arrive à faire comprendre tout ça autour de nous de manière beaucoup plus cohérente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le conflit. On est en permanence dans le conflit.
j'en veux plus que l'autre, je veux être le plus beau, je veux être le plus ceci, je veux être le plus cela, et ainsi de suite. La notion de confort et de valeur un petit peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, on est englué dans une espèce de tuyau qui nous emmène carrément à l'égout, quoi. Hein. Donc on est là, on est dans une espèce de besoin où on doit absolument essayer de relancer un petit peu la mécanique différemment et de reconstruire un vivre ensemble cohérent. Et nos outils scientifiques, alors le modernisme a ça de bien, c'est quelque part, il nous fait comprendre comment on fonctionne. Donc la science, c'est très bien, il faut juste l'utiliser correctement. Aujourd'hui, il y a une notion qui m'interpelle, c'est la notion de pourquoi on ne parle pas de la PNUI en France. Je l'ai montré tout à l'heure, on en parle en Allemagne, et ainsi de suite. En France, il n'y a rien. Mais en France, quelque part aussi, c'est tout simplement une notion très intéressante, c'est-à-dire que la France, c'est la fille du christianisme, quelque part. Hein, on appelle ça comme ça. Et donc, résultat de l'opération, on a peur de changer. Et les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont surtout peur de changer tout ça. Donc, de fil en aiguille, on a des croyances qui sont bien rentrées, la porte est bien fermée, hein, et à nous d'ouvrir la porte et de mettre le pied dans la porte. Il nous fallait un outil, je pense que la PNUI est cet outil en question. Alors maintenant, on va parler de Nestlé. J'aimerais bien, j'ai quelques utopies quelquefois. Hein, Vas-y, Michel. J'aimerais bien qu'on se J'ai les mette à mêmes. voilà, c'est bien. Et j'aimerais bien qu'on se mette à boycotter les produits venant de Nestlé. Alors, je vous ai trouvé un tableau où vous pouvez voir tout ce qu'il y a chez Nestlé, tout ce qui est fabriqué par Nestlé, et en soutien à cette fameuse dame qui a écrit un petit livre qui s'appelle, je ne sais plus comment, enfin peu importe, mais vous trouverez, c'est facile. Et donc, de fil en aiguille, cette dame s'est battue depuis 15 ans pour arriver à faire comprendre aux gens qu'il y avait quelque chose qui se passait mal chez Nestlé. Donc, on a eu le fameux problème de l'eau. Mais l'eau, c'est un tout petit secteur chez Nestlé. Il y a tout le reste. Est-ce que le reste est meilleur que l'eau? Je ne sais pas. Et par contre, par exemple, en France, on a eu Buitoni, il n'y a pas très longtemps, où on a aussi eu les mêmes problèmes. Et Buitoni, c'est qui? C'est aussi Nestlé. Et ainsi de suite. Donc, en boycottant les produits Nestlé, je pense que quelque part, on peut donner chacun de nous peut donner une information au système, et c'est une arme qui nous implique chacun de nous, à titre individuel, pour avoir un résultat collectif. C'est la notion du collectif et de l'individuel. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à régler. Qui sommes-nous, individuellement parlant, et comment nous agissons collectivement parlant, et inversement. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, une notion qui est tellement importante que, il faut s'impliquer là-dedans, il faut comprendre pourquoi, et il faut l'expliquer. Et c'est explicable très facilement avec l'histoire de la PNUI, puisque dans tous ces produits Nestlé, quelque part, on a des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? C'est quelque chose qui va perturber le fonctionnement de nos glandes. Et donc, comme on va perturber le fonctionnement de nos glandes, on va soit avoir des problèmes de comportement, soit tomber vraiment malade, ou ainsi de suite. Et quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, alors en plus suite avec les vaccinations de la Covid, alors là c'est la catastrophe, il faut dire ce qui est, hein, moins d'accouchements, plus de problèmes de problèmes de cancer, les turbocancers, les ceci et cela, enfin c'est en train de flamber partout. Il est important de se positionner dans tout ça. Et quelque part, c'est à nous, individus, de le faire. Et pour ça, je vous propose aussi, mis à part Nestlé, de faire contrôler votre taux d'homocystéine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homocystéine? C'est tout simplement une lecture de notre système neuro-hormonal par rapport à notre stress. Parce qu'en fait, il y a une image que je vous ai encore pas montrée, c'est celle-là. Je ne sais pas si tu peux la voir, celle-là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Attends, Eric, il va essayer de mettre en gros, voilà, impec. Voilà. Merci, Eric. Donc, en fait, voilà comment ça se passe. Vous voyez là au-dessus, alors j'ai du mal de faire tout à la fois, mais bon, on a simplement quatre hormones là. Hein. Donc, c'est le taux d'hormones dans notre sang. Donc ça, tout le monde peut le faire.
Vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire. Bonjour monsieur, je viens faire tester mon homocystéine. Ah bon, ben, alors je vous préviens tout de suite, l'homocystéine, c'est quelque chose qui est, c'est pas gratuit. C'est pas remboursé par la Sécu. C'est sûrement trop bien. Ça va être ça notre problème. Et donc, de fil en aiguille, l'homocystéine, comme c'est la gestion du stress, donc si vous avez un taux d'homocystéine beaucoup trop haut, ça veut dire que vous êtes trop stressé. Et donc, comme vous êtes trop stressé, il va falloir ajuster soit votre alimentation, soit votre activité physique, soit vos relations, ou ainsi de suite, pour faire diminuer ce taux. Mais du coup, on a toute une panoplie d'hormones à contrôler pour arriver à comprendre comment nous marchons, comment ça marche. Alors, l'idée, c'est que l'homocystéine, personne ne s'y intéresse. Enfin, pas beaucoup de monde, en tout cas. Et donc, le monde médical, je me demande si votre médecin vous avez demandé de tester votre homocystéine. Bien sûr, il n'en parle pas. C'est bien notre problème. Mais si nous sommes 10 dans le même cabinet médical à aller demander de mesurer notre taux d'homocystéine, je pense que quelque part, le milieu médical va commencer à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'agace? Ils sont allés traîner où encore sur Internet ?» Mais ça, on s'en fout. Résultat de l'opération, c'est les mettre en mouvement, quoi. C'est ça. Hein. Ils mettent l'institution en mouvement. Puisqu'en fait, on est prisonnier dans un système institutionnel. C'est ça notre souci. C'est-à-dire qu'on a une machine autour de nous qui est extrêmement puissante, extrêmement bien informée. Ils savent très bien ce qu'on fait, ils savent très bien où nous en sommes, mais je suis persuadé que on va encore être marqué en rouge quelque part, mais bon, ça, c'est pas un souci. On sait faire, on sait s'impliquer dans le truc. On a l'habitude. Et on prend le risque aussi, parce qu'il faut prendre le risque aussi, hein, c'est clair. Hein, on a eu ces derniers temps, on a eu des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Et donc, avec l'histoire de l'homocystéine, on peut très bien gérer un truc tout bébête, enfin tout bébête, pas tant que ça. Attends, je suis en train de regarder mon truc là, parce que je l'ai noté, mais c'est ouf. Je ne retrouve plus, je vais vous retrouver les taux de... Le taux parce qu'en fait, l'homocystéine, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se protéger contre des outils, contre des pathologies que tout le monde connaît, qui sont évidemment la notion de l'infarctus et des maladies du cerveau de manière générale, quoi. Ouais. Donc, 60 000 crises cardiaques ont été recensées en France chaque année. Hein. La menace d'infarctus touche 200 000 personnes. 50 000 personnes font un arrêt cardiaque soudain chaque année, dont environ 5% survivent. 5%, c'est pas beaucoup. Hein. En 2021, 5,3 millions de personnes atteintes, traitées par les maladies cardiovasculaires, ont pour plus de 443 000 pour les maladies aiguës. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous cherchez le taux d'homocystéine, si vous contrôlez votre homocystéine, si vous arrivez à combattre l'hyperhomocystémie, et le résultat de l'opération, vous allez diminuer ce taux de pathologie. Ce taux d'accident cardiovasculaire ou ce taux d'AVC. Donc, résultat de l'opération, c'est une économie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, aujourd'hui, on cherche à faire des économies, oui. Bon, on cherche à faire des économies comment? Ben, oui, de manière générale, c'est pas très cohérent ce qui est en train de se faire. On essaie de trouver des sous ici, des trous cela, compagnie. Mais, rien qu'avec l'idée de mesurer l'homocystéine, on va diminuer peut-être que de 10% les problèmes d'infarctus et d'AVC. Mais ça coûte tellement cher à la société que quelque part, on va avoir un bénéfice sonnant et trébuchant. Alors, je pense que quelque part, la santé cardiovasculaire, elle est très importante. Et en plus, ce qui est intéressant à mon sens, c'est que ça nous met en responsabilité. Parce que l'homocystéine, en fait, on ne va pas la gérer avec des produits. Ce n'est pas un cachet. Comme le cholestérol, par exemple, ou des choses comme ça. Non, ça va être
des vitamines, des compléments alimentaires, ou ça va être aussi d'activité physique, ça va être du repos, beaucoup de repos, hein, c'est-à-dire que quelque part, on ne prend jamais au sommeil. Hein. Beaucoup de repos, et puis bien sûr, les pollutions qu'on a aujourd'hui électromagnétiques, comment ça s'appelle, les pollutions sanitaires avec l'eau, ainsi de suite. C'est quand même quelque part, ça nous représente un risque, tout ça. Et les conséquences du vieillissement s'accélèrent. Hein. On a bien sûr les maladies dégénératives, Parkinson, Alzheimer, et dépression et atteintes cardiovasculaires qui augmentent sans cesse. Ça grimpe plateau. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, alors, je précise juste un truc, j'ai vu un commentaire passer. Michel n'a pas dit que c'était que c'était un signe de dépression comme marqueur, Caroline. Hein. Il a dit que c'était un signe de stress. Pas pareil. Oui. Alors, le stress et la dépression, bon, ça tient un peu quelque part, mais qui est la souche de l'autre? Moi, je pense que quelque part, le stress oxydatif va faire qu'on va commencer à dysfonctionner. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la PNEI? Enfin, peut-être plus beaucoup de temps. Enfin, ouais. Quelque part, dans un stress chronique, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un stressor. Okay? On va avoir un choc émotionnel. Ah, on a perdu Michel. Choc émotionnel, c'est digérer tout de suite, parce qu'on n'a pas cité, parce que quelque part, on est bien soutenu socialement. Comment? Ouais. Non, t'avais perdu un petit moment. Ou ainsi de suite. Donc, ah bon? C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous m'avez pas entendu? C'est revenu, si, c'est bon, t'inquiète pas. Donc, voilà. Donc, le stress, en fait, c'est tout simplement. Bon. Ça rebug. Un choc émotionnel, la même chose. Qui fait que de fil en aiguille, on va avoir une sécrétion de cortisol. Cette sécrétion de cortisol va commencer à polluer notre système lymphatique d'un côté, et ensuite de ça, on va toucher nos glandes. Et ensuite de ça, on va avoir un dérèglement au niveau glandulaire qui vont faire que on va avoir des hormones. Ça coupe, Michel. Et ainsi de suite. Parce qu'en fait, les glandes, c'est notre production hormonale. Donc, ça coupe, ouais. Ouais. Donc, ça bouge, mais bon, j'ai rien bougé. Saccadé. Ouais, mais j'ai rien bougé du tout, donc je sais pas si on laisse reposer. Ça a l'air d'aller, là, hein. Ouais. Bon, t'as entendu quand même, hein, mais ça, ouais, c'était Par l'intermédiaire de l'homocystéine, c'est tout simplement d'interpeller nos médecins de manière pratique et personnelle au jour le jour. Alors bon, nous sommes peut-être, je sais pas moi, 2000 vous êtes peut-être 2000 à nous écouter. Oh. Faut en fait. Les résultats de l'opération, ça peut évoluer relativement rapidement. Quoi. C'est comme le boycott chez Nestlé. Ouais. C'est un peu la même chose. D'un côté, on évolue, on enlève, d'autre côté, on agit. Hein. Tout à fait. Rappelons quand même que la branche Nestlé a été vendue, Monsieur Macron a quand même, j'ai perdu le mot. Fusionner, la branche Nestlé à Pfizer. Hein. Ouais. Donc, voilà, là, c'est ce que tu me disais à juste titre tout à l'heure. Nestlé, là, il n'y a que les produits alimentaires et l'eau, mais effectivement, il y a aussi tout ce qui est produits médicaux. Et je tiens aussi à vous préciser quelque chose que j'ai découvert. Les substituts alimentaires, quand une personne ne peut pas se nourrir correctement pour X ou Y raison, un problème à la mâchoire ou des personnes âgées, par exemple, qui n'ont plus de dents, tout ce truc-là, ce lobby aussi, j'ai plus le mot, mais tout ce lobby aussi, Nutri quelque chose, c'est Nestlé aussi. Voilà. Donc ils ont sur la branche et nutrition et Big Pharma aussi, ils sont partout en fait. Hein. Voilà. Donc on a un vrai travail à faire. Ouais. On a un vrai travail à faire, c'est clair. Soyons actifs. Ouais. Soyons acteurs. Sortons de notre zone de confort et osons être, osons dire, osons faire. Voilà. Osons dire, osons faire. Et je crois que quelque part, on a une responsabilité. On a une responsabilité sociétale.
On n'a pas le choix. Et si on se laisse aller, notre taux de cortisol va se dérégler, les résultats de l'opération, on va avoir des hormones qui vont avoir des problèmes de qualité, et de fil en aiguille, on a tout un système qui va se mettre à dysfonctionner, et on va avoir toutes ces maladies de civilisation dont on nous parle régulièrement. Donc en fait, c'est là où la PNEI a son intérêt, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on fait, si on le fait bien ou mal. C'est en dehors de notre cerveau. On comprend plus les choses que par rapport à notre cerveau, on comprend les choses que par rapport à notre système neurohormonal. Lorsque nous sommes amoureux, comme par hasard, ça va bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Justement, tu vois, parce que j'allais venir en plus pour finir sur une note un peu positive et joyeuse, parce que dans tes préconisations, mais encore une fois, liste non exhaustive, tu écris baiser autant que faire l'amour. Les pratiques sexuelles sont une excellente source de stress, donc de stress positif. Les fonctions sexuelles, pourtant entourées de tabous et d'autres freins, participent à un fantastique échange de manière physiologique. C'est un champ d'information particulièrement important. Donc, ne négligez pas ça. Aimez-vous les uns les autres. Alors, on n'est pas dans un truc de bobo ou de 68 heures ou de machin, mais voilà, c'est aussi important, l'amour, effectivement. Voilà. Alors, je voudrais dire qu'on a eu un exemple. Oui. On a eu un exemple de la PNEI en manière très constructive. Hein. C'est Michel, on t'entend plus. Tous les esclaves dans les années 1700 et compagnie, là, quand ils arrivaient avec comment on appelle, avec les esclaves sur les bateaux, combien y avait-il de morts? Posez-vous la question. Sur un bateau de 1000 personnes, combien il y en avait qui arrivaient au bout? À savoir que le voyage. Michel, je suis désolée, on va devoir couper. Le voyage, au bout du voyage, c'est vrai, ça coupe tout le temps, à ce coup-là, je vois. Oui. Michel, ce que je te propose, c'est qu'on refasse une émission prochainement. On a encore plein de sujets à aborder, notamment le stress. J'aimerais vraiment peut-être même y consacrer une émission là-dessus, et sur les maladies auto-immunes aussi. Je trouve que ce serait hyper intéressant, tout ce que j'ai trouvé dans ton livre là. Et je suis obligée de couper parce qu'on a dépassé vachement l'heure. Je vais me faire engueuler. Le show est tellement vaste que. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir le prendre sous plusieurs angles, effectivement. Mais je te remercie infiniment, en tout cas, Michel, encore. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour ce travail que tu fais. Merci beaucoup. Surtout, je compte sur vous. Pour boycotter, pour se sortir les doigts, pardon. Voilà. On sort de sa zone de confort et on crée ce monde qu'on souhaite. Voilà. Le monde d'après avec la PNEI, pour en finir avec l'Homo cannibalus de Michel Lemaire. Je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre et à le lire, à le surligner et partager au maximum. Merci encore, Michel. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Tu vois, il y a plein de commentaires qui disent oui, il faut une autre émission. Michel Lemaire est très intéressant. Donc voilà. Ouais. Je vous confirme. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine avec Philippe Broker. À bientôt. Ciao, ciao.